1648, Constantinople. Dans le silence de la nuit, des centaines de lourds sacs sont subrepticement jetés dans les eaux glaciales et noires du Bosphore. Il ne s'agit ni de contrebande ni de richesse royale, mais du harem du sultan. Cet acte a été orchestré par notre sujet, le sultan Ibrahim Ier, surnommé l'ombre de Dieu sur terre. Si vous croyez aux scandales politiques de contemporains extraordinaires, ou si vous vous inquiétez de la santé mentale d'un dirigeant dans le monde d'aujourd'hui, écoutez cette histoire. Comment un dirigeant au pouvoir illimité, à la tête du plus influent empire, a-t-il pu prendre la décision d'éliminer toute sa maison en une nuit? Qu'est-ce qui a bien pu pousser un homme à une cruauté aussi extrême et autodestructrice? Voici le récit, simple et saisissant. Mais voici notre premier aperçu. La véritable clé de la folie d'Ibrahim ne réside pas dans ses actions sur le trône, mais dans le traitement qu'il a subi avant d'accéder au pouvoir, enfermé dans une prison dorée appelée la cage. Le récit de la noyade massive est-il vrai? Ou s'agissait-il d'une tactique politique sophistiquée de diffamation du XVIIe siècle visant à éliminer un dirigeant gênant? Peut-être était-il fou ou accusé à tort. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous. Et tant qu'à y être, partagez votre localisation pour explorer cette intrigue historique. Embarquons pour ce voyage. Notre énigme centrale tourne autour d'un sultan dont la rumeur dit qu'il aurait pris des mesures drastiques, comme l'élimination définitive de sa famille. Pour comprendre la mentalité qui a conduit à un tel acte, examinons d'abord l'environnement étrangement impitoyable qu'il a façonné. Le décor se situe au palais de Topkapi à Constantinople, épicentre de l'Empire ottoman au milieu du XVIIe siècle. À son époque, l'Empire ottoman exerçait une influence mondiale sans précédent, s'étendant des portes de Vienne au rivage du Golfe Persique. Le sultan n'était pas seulement un roi ou un président. Il incarnait l'autorité divine en tant que calife de l'islam et représentant terrestre de Dieu. Bien que détenant théoriquement le pouvoir suprême, son règne était étroitement régi par deux institutions cruciales qui façonnaient le paysage politique. Celles-ci pourraient être considérées comme les règles du jeu gravées dans le sang. Contrairement aux représentations romantiques de populaires, le harem impérial était l'épicentre du pouvoir politique plutôt qu'un simple rassemblement de belles femmes réservées aux plaisirs privés du sultan. Imaginez-le comme l'aile ouest de la Maison Blanche, avec son design intérieur raffiné et son intrigue de haut niveau où les coups bas étaient monnaie courante. Dans ce système impitoyable, les femmes, souvent réduites en esclavage dans tout l'Empire, se disputaient le pouvoir. L'enjeu principal n'était pas une simple nuit avec le sultan, mais de lui donner un fils, un prince, car la mère d'un futur sultan exerçait un immense pouvoir mondial. C'était une partie d'échecs où la progéniture servait de pièce et où le terrain de jeu s'étendait à tout l'Empire. Au cœur de ce récit se trouve la deuxième règle du jeu et l'institution clé, le harem, souvent appelé cage. Les Ottomans étaient confrontés à des problèmes de succession récurrents. À la mort d'un sultan, ses fils déclenchaient fréquemment des guerres civiles pour s'emparer du pouvoir. Pour éviter un tel chaos, ils imaginèrent une solution. Au lieu de permettre aux princes de former des armées, le nouveau sultan emprisonnerait tous ses frères et les hommes de sa famille dans des quartiers opulents et magnifiquement décorés. À l'intérieur du grandiose palais-prison, les cafés étaient le lieu où il passa sa vie. Dans les débats américains contemporains, on aborde fréquemment le syndrome de stress post-traumatique, ce profond traumatisme psychologique que subissent les soldats après la guerre. Nous reconnaissons que ces expériences peuvent fracturer et redéfinir irréversiblement le psychisme d'un individu. Les cafés servèrent de tourments psychologiques conçus pour provoquer une telle détresse. Imaginez une vie passée dans un appartement somptueux, avec tout le confort, mais sans liberté ni assurance de survie. Chaque jour était peuplé de la crainte subtile que les gardes à votre porte ne soient pas là pour vous nourrir, mais pour vous exécuter. Un ordre qui pouvait être donné par votre propre frère, le sultan, à tout moment et pour n'importe quelle raison. C'est ce contexte qui a façonné notre personnage principal. Présentons maintenant les personnages principaux. Tout d'abord, le prince Ibrahim lui-même. Au début, il n'est pas un sultan, mais un prisonnier, confiné dans les cafés depuis 22 ans. Il a vu ses frères être emmenés et exécutés successivement. Son état mental est pour le moins précaire. Il vit dans la peur constante. Il est plongé dans une terreur absolue. Puis, il y a son frère, le souverain actuel, le sultan Mourad IV. Mourad était l'antithèse d'Ibrahim, impitoyable, craint et exceptionnellement efficace. Connu pour être un sultan guerrier, il dirigeait personnellement la troupe de son armée sous la menace de mort et était tristement célèbre pour patrouiller les rues de la capitale déguisée, exécutant quiconque violait ses lois. Il avait déjà exécuté plusieurs de ses propres frères, mais avait maintenu Ibrahim en vie, tel un esprit oublié hantant les salles du palais. L'homme de pouvoir ultime, cependant, est leur mère, l'impressionnante et terrifiante Cosme Sultan, celle qui tire les ficelles en coulisses.
Cosme était un prodige politique, influent derrière plusieurs sultans pendant des décennies, partageant efficacement le pouvoir et dirigeant l'empire. On pourrait la comparer à l'incarnation même de l'influenceuse de Washington, une matriarche orchestrant magistralement une dynastie politique avec une compréhension inégalée du pouvoir. Grâce à ses manœuvres stratégiques au sein du harem et de la cour perfide, elle installa ses fils sur le trône, exerçant son influence par leur intermédiaire. Astucieuse, implacable, elle considérait ses fils comme les instruments de sa propre domination. Dans cette structure de pouvoir, l'un des frères régnait d'une main de fer, l'autre languissait dans les tourments confinés, tandis que Cosme tentait de naviguer entre les deux. Pendant des années, Murad régna avec tyrannie tandis qu'Ibrahim se dégradait dans les cafés, sa stabilité mentale s'érodant à chaque tic-tac de l'horloge, ses seuls compagnons étant des serviteurs sourds-muets et l'écho omniprésent de la peur dans son esprit. On peut s'interroger sur l'impact de 2 décennies de tels bouleversements sur l'esprit d'une personne. En 1640, le monde était sous tension lorsque le redoutable sultan Mourad IV de l'Empire ottoman succomba à la maladie et périt. Le trône était vacant et le seul héritier mâle restant de toute la dynastie était un homme enfermé dans une cage dorée, bien loin du prince attendu. Ils ignoraient qu'ils allaient libérer une créature née de leur propre création. Alors que la figure la plus influente de l'Empire ottoman était morte, les préparatifs étaient en cours pour ouvrir les portes de cette cage, révélant Ibrahim, qui avait passé les 22 années précédentes à attendre son assassinat. Les événements qui se déroulèrent ressemblaient de moins à une succession royale qu'à un numéro tordu tiré d'une pièce de théâtre à l'humour noir. Des personnalités importantes, comme le grand vizir, des fonctionnaires du palais et même la mère d'Ibrahim, Kosem Sultan, se rassemblèrent dans des cafés pour annoncer la nouvelle capitale à l'individu emprisonné. Surprise! Votre frère sanguinaire est assassiné et monté sur le trône en tant que sultan. Ibrahim, saisi par la peur, soupçonne une ruse. Sa vie jusqu'alors marquée par la méfiance, il ne voulait pas la laisser tomber. Il fortifia la porte et refusa de sortir. Réfléchissez un instant, les hommes les plus influents de l'Empire se tenaient de l'autre côté de la porte, lui offrant le royaume, mais Ibrahim s'accrochait à la sécurité, convaincu qu'ils étaient tôt là pour mettre fin à ses jours. Sa situation était si désespérée que même Kosem, sa mère, dut exhiber son fils défunt, le corps de Murad, devant les portes des cafés, simplement pour assurer son fils vivant que son tourment avait cessé. Ibrahim, 25 ans, les yeux écarquillés de terreur comme ceux d'un enfant, sortit sous le soleil après avoir aperçu le corps sans vie de son frère. Les cicatrices d'un tourment mental, gravées par des années de solitude et d'effroi, régnaient désormais sur un empire, tandis qu'il était conduit à la salle du trône, sans triomphe, mais tremblant. Déclaré nouveau sultan, la porte de sa détention s'ouvrit brusquement. Le règne avait commencé pour un esprit qui avait enduré 2 décennies d'isolement et de peur. Les premières années de son règne, il régnait sur une fausse tranquillité. Ibrahim, rongé par un profond traumatisme et ignorant du monde extérieur, servait davantage d'emblème que de dirigeant. Sa puissante mère, Kosem, et le grand vizir chevronné exerçaient de leur contrôle sur le pays. Ils lui présentèrent des documents à signer, faisant de lui un pion temporaire. Ibrahim se retrouva blotti au cœur du palais, englouti par un royaume qu'il peinait à comprendre, tandis que d'habiles administrateurs géraient les affaires de l'Empire. Cependant, progressivement, puis brusquement, avec une impulsion irrésistible, Ibrahim découvrit 2 éléments jusque-là refusés à son existence, le plaisir et l'autorité. Avide de ses expériences toute sa vie, il se lança tête baissée dans le plaisir plutôt que de se contenter de goûter à la coupe. Son intellect, peu habitué à la retenue et aux responsabilités, se fixa sur les extrêmes de la gourmandise. D'abord, il s'éprit de l'ambre gris, une substance précieuse et coûteuse originaire du pays de Galles, utilisée dans les parfums. Il désirait que tout en émane. Ensuite, il fut fasciné par la fourrure de zibeline, exigeant que des pièces entières du palais soient du belgalien, soit doublées de peau de zibeline russe au lieu de se contenter d'un manteau. Son désir de fourrure était si intense qu'il pesa lourdement sur le trésor impérial. Au XVIIe siècle, un magnate de la technologie, analogue à un magnate, désirait que toute sa résidence, toilette comprise, soit ornée de billets de 100 $, symbole d'une extravagance indicible d'instabilité. Plus tard, il s'intéressa à la constitution d'un harem, qu'il considérait comme une collection personnelle. Il recherchait des ajouts uniques à cette collection, convoitant des femmes aux caractéristiques spécifiques. Au fil du temps, il développa un désir inhabituel et singulier. Il envoya des émissaires dans tout l'Empire avec un cahier des charges aussi original qu'étrange. Le sultan Ibrahim souhaitait pourvoir son harem des femmes les plus corpulentes et imposantes qu'il pouvait trouver.
Cette quête devint une entreprise financée par l'État, les gouverneurs des territoires reculés étant chargés de trouver des candidates dignes de la prédilection du sultan. Sa concubine préférée, affectueusement surnommée Shekhar Pari, qui signifie morceau de sucre, était, disait-on, si imposante qu'elle souffrait de problèmes de mobilité. Il la combla de présents et de pouvoirs, la transformant en une figure dominante de la cour. C'était une démonstration étrange et ouverte d'un fétichisme secret, une preuve supplémentaire que l'esprit du sultan vivait dans une dimension totalement différente de celle des autres. Ses obsessions étaient coûteuses, les coûts au sein du harem grimpèrent considérablement. La demande pour des bijoux coûteux en ambre gris et des présents somptueux pour ses favorites augmenta, ce qui épuisa le trésor national à une vitesse alarmante. Ce récit fait écho à celui que connaissent de bien les Américains, un dirigeant inconscient de la prudence financière, gaspillant des ressources comme si elles étaient inépuisables. Ibrahim gouvernait un empire avec une carte de crédit inépuisable et ceux qui devaient maintenir un budget équilibré commencèrent à s'inquiéter. Son comportement devint de plus en plus erratique. Il passait ses journées à jouer dans les jardins du palais. Rompant parfois avec la tradition, il obligeait les femmes aristocratiques de son harem, y compris ses propres sœurs et nièces, à servir de servantes à ses concubines préférées. Il était une véritable tempête d'impulsions capricieuses, tantôt enfant rieur, tantôt despote soupçonneux. C'est à ce moment que le récit bascule d'un malheur personnel vers une situation nationale difficile. Ceux qui détenaient le pouvoir, tels que les vizirs, les commandants militaires et surtout sa mère, Kösem, commencèrent à comprendre que la marionnette avait rompu ses propres fils et se balançait désormais sauvagement sur scène, mettant le feu au rideau. Il était désormais incontrôlable. Il était devenu un danger. En politique, que ce soit à Constantinople au Xe siècle ou à Washington DC d'aujourd'hui, rien n'est plus alarmant pour l'establishment qu'un dirigeant instable et imprévisible qui ignore ses conseillers. Les actions erratiques et les dépenses inconsidérées d'Ibrahim érodèrent l'empire. Les ennemis prenaient note, l'armée s'impatientait. Kösem Sultan, fin tacticien, pressentait le désastre imminent. Le fils qu'elle avait placé sur le trône pour son pouvoir mettait désormais en danger la dynastie entière. Il fallait agir. Pourtant, destituer un sultan ou le chasser de ses fonctions n'était pas envisageable. Détrôner l'ombre divine sur terre était la solution ultime à la crise. Il leur fallait une raison valable, terrifiante, si extrême qu'elle rendait l'inimaginable nécessaire. Il leur fallait un déclencheur décisif. Et comme le raconte l'histoire, Ibrahim, dans sa folie croissante, était prêt à leur fournir la plus odieuse des justifications, des preuves accablantes. Ainsi, le décor était planté. Nous avions un dirigeant en pleine dérive, un dangereux handicap revêtu de la royauté. Et nous avions un cercle politique dirigé par sa propre mère, déterminé à le destituer. Il leur fallait simplement une raison, un acte effroyable, pour justifier l'impensable. En plongeant au cœur de notre récit, nous abordons le moment charnière qui a façonné l'image durable d'Ibrahim dans les annales souillées de l'histoire. Il est temps de transcender le récit et de se lancer dans l'analyse. Enfilons nos casquettes d'enquêteurs ou peut-être nos blouses blanches pour cette tâche. Nous nous lançons dans une autopsie historique. Cependant, sachez qu'il s'agit de l'examen d'un corps disparu depuis plus de 350 ans. La scène du crime a été souillée par des siècles de propagande. Les témoins potentiels ont disparu depuis longtemps. Et le dossier initial a probablement été rédigé par les auteurs eux-mêmes. La tâche d'un enquêteur historique est de distinguer le mensonge de la vérité. Le récit approuvé, celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de l'histoire, est aussi simple qu'effrayant. Un jour, Ibrahim, pris d'une fureur paranoïaque, peut-être due à une rumeur selon laquelle l'une de ses concubines aurait été compromise par un étranger, a fait un choix. 280 femmes de son harem, sous son commandement, auraient été enfermées dans de lourds sacs et jetées dans les eaux tumultueuses du Bosphore dans le cadre d'un atroce massacre. Ce récit le dépeint comme un personnage monstrueux, presque comiquement ignoble. Un tel récit, utilisé par une faction fomentant un coup d'État, devient une justification puissante. Pourtant, dans ces chambres hantées, nous sommes contraints d'examiner l'authenticité de ce récit. Plongeons donc dans le dossier et évaluons les preuves, ou plutôt leur absence. La preuve A concerne les sources douteuses. Dans toute enquête, la vérification des sources est essentielle. D'où vient donc ce récit très précis et accablant ? Les sources principales sont des chroniques et des rapports d'ambassadeurs rédigés après le renversement et la chute d'Ibrahim. Cet exemple est un exemple classique de l'écriture historique par les vainqueurs. Il ressemble à une publicité d'attaque politique du XIXe siècle, d'une grande brutalité. Les publicités politiques modernes présentent rarement leurs opposants comme des individus raisonnables ayant des opinions divergentes sur la politique budgétaire. Elles les présentent
plutôt comme des individus qui se nourrissent de chiots dès le matin et cherchent à détruire l'économie. L'histoire de la noyade massive remplit la même fonction. Elle ne se veut pas un récit factuel, mais plutôt un récit conçu pour un impact émotionnel maximal. Le chiffre lui-même, 280, est méticuleusement conçu pour choquer, servant de statistique sensationnaliste destinée à vous forcer à l'acceptation, effaçant toute trace de sympathie pour la personne dépeinte comme tuée. Il est plausible, voire probable, que l'événement réel ait été bien moins grave. Peut-être qu'Ibrahim, paranoïaque, a exécuté quelques membres de sa famille. Un acte tout de même cruel et tyrannique, mais pas l'atrocité génocidaire que l'histoire suggère. Une vérité plus petite et plus inesthétique aurait pu être exagérée par le nouveau régime pour en faire un mythe terrifiant, destiné à la consommation publique. C'était politiquement essentiel. Étant donné la propension de l'histoire à révéler des vérités faciles, cela ressemble moins à un acte de folie qu'à un assassinat politique minutieusement planifié. La question se pose alors, à qui profite-t-il? Dans les romans policiers, on appelle cela kibono ou de à qui profite. C'est là que réside la révélation glaçante de l'intrigue. Sa mère, Kossem Sultan, ainsi que les personnalités militaires et politiques influentes qui gravitaient autour d'elle, s'étaient lassées de la mauvaise gestion du PDG d'Empire Inc. Il était une catastrophe en matière de relations publiques. Ses dépenses extravagantes ont déclenché une crise financière et sa politique étrangère imprévisible a mis l'État en péril. Dans le monde impitoyable de la politique d'entreprise ou impériale, lorsque le conseil d'administration perd confiance dans le PDG, il élabore une stratégie d'OPA hostile. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Cependant, une telle action nécessite le consentement des actionnaires, le soutien du public, l'appui militaire et l'approbation religieuse. On ne peut pas simplement prétendre que nous renversons le sultan à cause de dépenses extravagantes et d'un comportement embarrassant lors des réunions. Cela ne déclenchera pas de révolution, mais une guerre civile. Cependant, nous nous mobilisons pour destituer un personnage monstrueux qui noie des innocents par centaines. Un individu dépravé qui ternit le titre même de sultan. Ce récit résonne. Il galvanise l'opposition et justifie des mesures extrêmes. Il a transformé ce qui était une trahison en une noble quête pour sauver l'âme de l'Empire. Pourtant, même avec cette propagande politique magistrale, le succès dépendait de la volonté des gens d'y croire. Sa crédibilité tenait à sa plausibilité, et elle était plausible grâce à une vérité indéniable. Le comportement d'Ibrahim était devenu d'une instabilité troublante. C'est, en substance, le nœud du problème, la preuve qui éclaire tout le reste. La preuve, c'est le profil psychologique. Le récit passe d'un suspense politique cynique à une catastrophe personnelle déchirante. Pour décrypter les événements, il faut mettre de côté la politique et les oui-dire, et se concentrer sur l'individu. Ce faisant, nous ne pouvons éviter d'aborder le traumatisme avec sensibilité et compréhension. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, nous avons un terme pour le désigner, le syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Nous en sommes témoins des conséquences dévastatrices sur les soldats de retour de la guerre, l'esprit irrémédiablement altéré par leurs expériences. Nous le constatons chez les survivants de maltraitance infantile. Nous apprenons, ou du moins commençons à apprendre, qu'un traumatisme intense et prolongé peut briser l'esprit d'une personne. Il peut entraîner une hypervigilance, un sentiment de danger constant, une paranoïa extrême, un détachement émotionnel, des accès de colère soudains et une quête effrénée de sensations intenses pour ressentir quoi que ce soit. Traduisons la perspective clinique dans le cas d'Ibrahim. Il n'a pas seulement servi pendant 1 an en zone de guerre, il a enduré 22 années marquées par un péril existentiel permanent, de l'enfance à l'âge adulte. Ce n'était pas seulement de l'isolement. Les pas possibles dans le couloir résonnaient d'une possible issue fatale. La nourriture était teintée de suspicion. Des assistants sourds-muets étaient ses seuls compagnons, leur silence témoignant sans relâche de son mutisme et de son impuissance. Il vivait en sachant que son propre frère, la figure la plus influente, pouvait ordonner sa mort de manière capricieuse, sans résistance. Avant de juger Ibrahim, comme un autre dirigeant délirant, nous devons nous demander quelle forme prendrait l'un d'entre nous après un tourment psychologique aussi prolongé. Fallait-il le qualifier de compatissant, constant et perspicace, ou bien était-il la manifestation d'un être humain brisé, s'en prenant à un monde qu'il n'avait jamais saisi? Chaque comportement excentrique pouvait être interprété comme un pitoyable signe de cette profonde détresse. Ces dépenses irrationnelles pour amasser fourrures et bijoux n'étaient non pas de simples désirs matérialistes. C'étaient les actes impulsifs et compulsifs d'un individu qui ne ressentait que le vide, cherchant à construire une forteresse tangible de possession autour d'un vide émotionnel aussi vaste qu'un océan. Ces exigences sexuelles particulières et spécifiques n'étaient pas celles d'un séducteur sûr de lui. C'étaient les tentatives hasardeuses,
angoissé et, à vrai dire, pathétique d'un individu qui n'avait jamais appris à s'engager dans une relation humaine normale et saine. Il avait été éduqué que le pouvoir et la domination étaient les seules formes d'engagement, aussi s'inscrivait-il dans cette dynamique jusque dans les aspects les plus intimes de sa vie. La paranoïa, les explosions soudaines de colère sont des signes classiques d'hypervigilance. 22 ans avaient laissé Ibrahim constamment sur le qui-vive, percevant le danger dans chaque obscurité, car c'était tout ce qu'il connaissait. La santé mentale d'un président est aujourd'hui remise en question par une simple erreur ou une confusion. Dans le cas d'Ibrahim, cependant, il ne s'agit pas de problèmes cognitifs mineurs. Il s'agit d'une dépression psychologique catastrophique, révélée publiquement et susceptible de déterminer la vie ou la mort. Il implorait de l'aide, mais son appel tomba dans l'oreille d'un sourd, ignoré. Au lieu de reconnaître un homme dans le besoin, ils le considérèrent comme un problème politique à résoudre. Le véritable cœur de cette histoire réside dans sa chambre maudite. La véritable malédiction, celle qui a finalement détruit le sultan Ibrahim, est douloureusement apparente. Cette chambre maudite n'était pas celle où résidaient ses épouses. La véritable chambre de tourment était les cafés, l'enfermement doré où l'État ottoman enfermait ses princes excédentaires pour leur sécurité. Ce supplice ne venait ni d'un démon, ni d'une voix infernale. Il s'agissait d'un système politique si profondément paranoïaque, si terrifié par la guerre civile, qu'il avait choisi de torturer systématiquement ses propres héritiers. Ce faisant, il avait façonné des individus blessés et traumatisés. Puis en période de crise, il donnait à l'un de ces hommes brisés les clés d'un empire et s'étonnait de sa folie. Ibrahim n'était pas un monstre naturel. Il était victime de ce système bien avant de commettre le moindre acte monstrueux. Il était victime d'un mécanisme conçu pour préserver le pouvoir au détriment de la raison humaine. Brisé entre les murs de sa prison, il obtint alors le contrôle d'un monde qui devint sa propre prison. Ceci nous amène à l'acte tragique final de ce récit. Que se passe-t-il lorsque l'establishment décide finalement qu'il est temps de soulager le monstre qu'il a lui-même créé de ses souffrances? Lorsque les marionnettistes coupent le dernier cordon, le caractère impitoyable et insensible de l'autorité se révèle. Ayant atteint ses limites, la hiérarchie considère le sultan un homme corrompu par le système qu'il a façonné comme un fardeau excessif. L'histoire de la noyade de son harem, qu'elle soit le fruit du réel ou d'une habile propagande, a atteint son but. Elle a scellé son destin. Ainsi se conclut notre récit marquant la fin du règne désastreux d'Ibrahim. Alors que la scène s'efface, qu'advient-il de ce sultan autoproclamé fou? La conclusion fut rapide et impitoyable. Une fatwa, un décret du plus haut dignitaire religieux de l'Empire, déclara le sultan inapte à gouverner. Les troupes d'élite, autrefois fidèles au trône, se retournèrent alors contre lui. Elles envahirent le palais, mais il ne s'agissait pas d'un conflit chaotique. Il s'agissait d'une éviction politique calculée. 22 ans après son emprisonnement, Ibrahim fut capturé, non pas comme souverain, mais comme captif. Dans un ultime tourment psychologique, il fut renvoyé là où il croyait avoir été abandonné à jamais, enfermé une fois de plus dans les cafés. L'horreur dut être immense d'être libéré d'un enfer pour y être replongé. Pendant 10 jours, il resta là, à entendre les bruits du palais fonctionnant sans lui. Les acclamations pour son fils de 6 ans, Mehmed, qui siégeait désormais sur le trône, symbole du rejet. Puis le 18 août 1648, les bourreaux arrivèrent. L'homme, qui avait enduré 2 décennies de captivité, fut finalement étranglé à l'aide d'une corde d'arc en soie, la méthode traditionnelle d'exécution des membres de la famille royale. Ainsi, la question d'Ibrahim était résolue. Cependant, l'histoire, comme la vie, peut contenir des vérités contradictoires. Ibrahim était-il une victime? Indéniablement, sans l'ombre d'un doute. Il était la victime persistante d'un programme gouvernemental infligeant des tourments psychologiques. L'individu qui occupait ce trône n'était pas un individu complet. Il incarnait plutôt des réactions traumatiques, fonctionnant comme un cas d'étude vivant et respirant, gravement affecté par un syndrome de stress post-traumatique non traité. Sa paranoïa, ses accès de colère et ses compulsivités particulières étaient autant de manifestations d'un esprit systématiquement endommagé. De ce point de vue, il mérite notre profonde empathie, semblable à celle que nous témoignerions à toute victime de graves abus. Cependant, une seconde vérité, plus complexe, émerge. Était-il également un individu répréhensible, un dirigeant sans cœur, égocentrique et d'une incompétence irréfléchie qui a infligé une souffrance immense? Les preuves sont tout aussi convaincantes. Son traumatisme pourrait expliquer son comportement, mais il ne l'exonère pas de sa responsabilité. Les femmes craintives, sous le contrôle de son harem, les fonctionnaires injustement décapités et la population de l'Empire victime d'une mauvaise gestion financière sous son règne furent toutes les victimes de son règne, quelles qu'en soient les instigatrices. Ce fait troublant reste d'actualité.
L'empathie pour le triste passé d'une personne n'annule pas ses actes néfastes. On peut ressentir une profonde empathie pour l'enfant blessé qui sommeille en lui tout en critiquant ses actes monstrueux. Il incarnait à la fois la victime et l'oppresseur, un homme profondément lésé qui devint ensuite la source de nouvelles injustices. C'est une tragédie difficile à comprendre. Cependant, la disparition d'Ibrahim ne mit pas fin à son histoire. L'héritage de son règne désastreux, ses répercussions, persistèrent, façonnant l'Empire pendant des années. Destituer un roi et placer un enfant de 6 ans sur le trône ne crée pas de stabilité. Au contraire, on crée un vide de pouvoir. Et la nature, et particulièrement la nature politique, déteste le vide. S'ensuivit une lutte de pouvoir acharnée et prolongée, rappelant les conflits politiques de contemporains, mais en bien plus intense. Ce conflit portait sur le contrôle du nouveau sultan enfant, et au cœur de celui-ci se trouvaient les 2 femmes les plus influentes de l'Empire, la mère d'Ibrahim, la grande régente Cosm Sultan, une vétérane expérimentée, et l'épouse d'Ibrahim, Turan Sultan, la jeune et ambitieuse mère du nouveau sultan. Il s'agissait d'une querelle dynastique entre la mère et la grand-mère du roi. On pourrait la comparer aux vraies femmes au foyer du palais de Topkapi, sauf qu'au lieu de se jeter du vin, elle menait des armées et ordonnait des assassinats. Cette rivalité sème le trouble au sein du gouvernement pendant des années. Une époque plus tard appelée le sultanat des femmes. Ce fut une guerre secrète menée dans les couloirs du harem et les salles du Conseil d'État. Et comme beaucoup de récits similaires, elle se termina dans un bain de sang. En 1651, Cosm Sultan, l'une des figures les plus influentes de l'histoire ottomane pendant près d'un demi-siècle, fut victime d'un complot ourdi par les alliés de son petit-fils, qui cherchait à le remplacer par un héritier plus complaisant. Turan Sultan, cependant, découvrit la conspiration et frappa le premier. Cosm Sultan fut assassiné dans ses propres appartements, un rideau servant d'arme. La violence persista. Les troubles provoqués par Ibrahim s'étendirent même à sa puissante mère. Le cycle oppressif de suspicion et de cruauté qu'il avait engendré et qu'il avait lui-même entretenu finit par consumer tout le monde. Ce récit, terrible réverbération du passé, nous offre aujourd'hui une leçon durable. Le récit d'Ibrahim est une mise en garde terrible. Il met en garde contre les dangers d'un pouvoir débridé. Pourtant, ce récit constitue aussi une mise en garde plus subtile, mais cruciale, contre les conséquences sociétales de l'ignorance ou de l'oubli de traumatismes psychologiques non guéris. Nous encourageons involontairement la monstruosité, non pas par cruauté intentionnelle, mais par l'apathie, la terreur et des systèmes qui privilégient le pouvoir à la compassion. La chambre maudite de ce récit n'a jamais été un simple espace physique. Elle symbolisait le système lui-même. Le CAF, c'était un dispositif façonné par la peur, conçu pour produire soit des corps sans vie, soit des esprits dérangés. Tout cela pour empêcher les perturbations politiques d'une guerre civile. Ils ont choisi de sacrifier le bien-être mental de leur prince à la stabilité de leur État. Finalement, ils n'ont reçu ni l'un ni l'autre. Ibrahim est devenu connu sous le nom d'Ibrahim le Fou, un slogan dédaigneux cachant une catastrophe profondément complexe et atroce. Il est plus simple et plus commode de se souvenir d'un monstre unidimensionnel que de reconnaître notre rôle dans la création des monstres que nous redoutons. En voyant un individu brisé agir avec agressivité, nous le qualifions souvent de méchant, au lieu d'enquêter sur les événements qui l'ont brisé. Ibrahim n'était pas vertueux, mais le récit de sa vie ne se résume pas à la lutte du bien contre le mal. C'est le récit de ce qui se passe lorsqu'on confère un pouvoir absolu à un esprit blessé. C'est le récit d'un individu qui n'a jamais eu l'occasion de changer sa situation. Et c'est là la plus profonde tristesse que recèle cette histoire. Merci de nous rejoindre dans cette sombre chambre. L'histoire d'Ibrahim pose une question complexe, sans solution facile. Lorsqu'on examine sa vie, apparaît-il comme un monstre, une victime ou un mélange mélancolique des deux ? Peut-il se détacher des épreuves qui lui ont été imposées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez découvrir d'autres vérités cachées et tragédies complexes de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Cursed Chambers. Le passé est perpétuellement en attente.